Bonjour, vous écoutez le balado C'est le temps de parler. Ce balado, destiné aux personnes aidantes naturelles de l'Ontario, vous offre des conseils, des ressources et une validation émotionnelle. Si vous vivez des hauts et des bas dans votre rôle d'aidance naturelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Sarah Calvin, je suis gestionnaire du programme d'engagement régional à l'organisme de soutien aux aidantes naturelles de l'Ontario, ou l'OSANO. Et votre animatrice pour cet épisode, c'est le temps de parler. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Josée Desrochers-Leduc. Josée est la coordonnatrice en éducation pour la Société Alzheimer de Cornwall et Région. Et elle a été aidante naturelle pour ses deux parents. Sa vision est d'éduquer la communauté afin de réduire la stigmatisation face aux troubles neurocognitifs dans le but de permettre aux personnes atteintes et leur entourage de bien vivre avec la maladie, en étant acceptées, soutenues, respectées et traitées avec dignité. Dans cette émission du balado, c'est le temps de parler, Josée nous aide à comprendre le lien entre les troubles neurocognitifs et la communication, ainsi que les approches à privilégier pour des communications réussies. En collaboration avec l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, Josée a présenté un webinaire sur ce même thème, dont l'enregistrement est disponible sur notre site Web. Vu la popularité de ce webinaire, ce balado abordera plus en profondeur certaines des questions posées lors de la période de questions et réponses du webinaire. Donc, Josée, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Allô Sarah, c'est bon de te voir. Donc, pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de vous-même et de votre travail à la Société Alzheimer de Cornwall et Région? Oui, alors je suis la coordonnatrice en éducation depuis, je suis dans ma 9e année. Notre mandat principal est vraiment de soutenir l'aidant afin de mieux soutenir l'aidé. On soutient aussi les personnes atteintes, mais la majorité de nos clients, c'est des aidants. Alors, on faut toujours penser que l'aidant et l'aidé forment une équipe. Alors, ce que tu fais pour un, tu le fais pour l'autre. Alors, c'est ça. On a des intervenantes qui font le soutien 1 à 1 avec les familles, les font le soutien aux familles. Ensuite, on a des programmes de jour. On a un programme qu'on appelle Cerveau en action. Et moi, ben, je fais l'éducation aux aidants, aux personnes atteintes, au public en général. Euh, c'est ça. Super. Et puis, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif et comment est-ce que cela affecte la communication? Oui, oui. Alors, le terme trouble neurocognitif, c'est un terme général. C'est un terme parapluie, dans le fond, là. C'est un terme général qui fait référence à, à des problèmes au niveau du cerveau. Alors, s- le trouble neurocognitif le plus commun, c'est la maladie d'Alzheimer. Euh, alors, en dessous de ce parapluie qu'on appelle trouble neurocognitif, euh, il y a environ il y a environ 100 maladies qui est autour de ce parapluie-là. Alors, il y a beaucoup il y a beaucoup de troubles neurocognitifs. Puis, alors ça veut dire, je dis toujours, trouble neurocognitif égale échec au niveau du cerveau. Le cerveau est en déclin. Voulant dire que la personne perd l'habilité d'effectuer des tâches habituelles, perd du raisonnement, du jugement et la mémoire. Alors, quand on apprend qu'un trouble neurocognitif, c'est un échec au niveau du cerveau, ça semble plus facile pour l'aidant à comprendre: «Ah, ben, c'est ça qui se produit avec la personne que j'aide. La personne change. Alors, par le fait même, moi, je dois changer la façon que je communique avec la personne. Parce que sa façon à elle de percevoir ce qui se passe autour d'elle est vraiment différente de la perception
ce qui est réel pour nous. Mais pour eux, leur perception, c'est réel. Alors, à ce moment-là, de c'est à nous d'apprendre à communiquer, c'est à nous d'apprendre des stratégies de communication qui vont nous permettre de mieux connecter avec notre personne, avec la personne aidée. Et puis, selon vous, quelle approche devrait privilégier les personnes aidantes lorsqu'elles communiquent avec un proche atteint d'un trouble neurocognitif? Toujours penser à connecter et non corriger. Hem, alors connecter, ça veut dire qu'on doit être capable de communiquer avec la personne à son niveau, là où elle est. Hem, c'est sûr que comme aidant, quand on est habitué à communiquer avec une personne d'une certaine façon, puis là, il se passe des changements, face au cerveau de cette personne-là, c'est pas facile de s'adapter. C'est absolument pas facile, I know. Mais c'est de visiter, puis de vraiment analyser ce qui se passe autour de la personne. Alors, quand on veut communiquer avec une personne atteinte, de pas arriver en arrière d'elle. Parce que ma dans le processus de la maladie, la vision change, la compréhension change. Alors ça veut dire qu'il faut que nous, on ajuste notre façon de communiquer. Alors, moi, je dis tout le temps aux gens, de faire certain quand on veut communiquer avec une personne atteinte, heu, c'est vraiment d'être en face de la personne à son niveau. Parce que si la personne est assise puis tu te mets debout en avant d'elle, ben, c'est comme tu essayais d'être son patron, tu essayais d'être son boss. Puis ça, les personnes atteintes n'aiment pas ça. Alors, on veut être à leur niveau, on veut être capable de communiquer puis, d'aller, connecter avec eux à leur niveau. Alors moi, je dis tout le temps aux gens, aux aidants, quand on veut tenter de communiquer avec la personne, de commencer le processus de communication à 6 pieds. Parce que 6 pieds, c'est notre espace qui est social, hein. Si quelqu'un arrive devant nous à 6 pieds, on n'aura pas on n'aura pas l'impression que cette personne est dans notre bulle. Alors, on commence à 6 pieds et tant et aussi longtemps que la personne n ne nous regarde pas pour dire: «Ah oui, je te vois», sans le dire, là, c'est des choses qui se passent vraiment non verbales. Disons qu'elle te regarde, puis elle te fait un sourire, ça, c'est une permission que cette personne-là te permet de rentrer dans son espace, heu, personnel qui est à peu près 3 pieds plus loin, alors à 3 pieds de la personne. Puis à ce moment-là, on est plus en mesure de d'avoir une conversation ou d'avoir une connexion avec la personne. Hem, mais si la personne te sourit pas, puis qu'elle te fait signe comme elle veut rien savoir de toi, essaye pas là, finis ça là. Prends un recul, va faire autre chose, puis reviens un peu plus tard parce que, ça marchera pas. Peut-être aussi longtemps que la personne ne te donne pas la permission verbale ou non verbale, s arrêtez. Alors ça, c'est un conseil qui est très précieux pour les aidants parce que souvent ils vont dire: «Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ça va pas». Là, tout le monde est sur un qui-vive d'anxiété. Là, il y a pas de gagnant dans cette discussion-là, là. La personne, elle devient anxieuse. Toi, tu deviens anxieuse, puis à cause de ça, elle devient encore plus anxieuse. Ah, ça va juste pas. Fait que gardez ça en idée. La connexion, pas rentrer dans le bulle. Puis, comme aidant, prendre un recul. Comment on veut que les gens s'adressent à nous? C'est la même façon pour eux. C'est pas parce qu'ils ont un trouble neurocognitif que notre façon de communiquer entre nous est différente. J'aimerais aussi explorer un peu plus l'idée de connexion et non correction. Est-ce qu'il y a des choses que les erreurs couramment commises par les personnes qui essayent de communiquer avec leurs proches qui ont des troubles neurocognitifs? Ben oui. Hey, écoute bien, là, ça fait 10 fois que je te dis que ton rendez-vous chez le docteur est à 2 heures.
Non. Pour la personne, c'est la première fois qu'elle te le demande. Alors, prendre ça en idée. Quand on sent là, que ça fait plusieurs fois que tu répètes, on a tout notre seuil de tolérance. Puis c'est très difficile pour l'aidant d'être en présence de quelqu'un qui demande toujours la même question, tout le temps la même question, tout le temps la même question. C'est pour l'aidant de prendre un recul quand on sent qu'on va le perdre, tu sais, quand on sent: «Excuse-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais revenir», tu sais? Attendez pas de le perdre parce que là, il y a pas de gagnant. Alors ça, c'est une chose. Hem le répétage, c'est gros. Ensuite, il y a l'aidant qui va, continuellement, faire des mouvements à répétition, à répétition, à répétition, à répétition. Ça encore là, ça fait partie d'un échec au niveau du cerveau. La personne n'est pas capable d'arrêter, alors il faut la rediriger, en possiblement lui demander: «Hey, tu me donnerais-tu un coup de main? J'ai tellement besoin de ton aide». Des choses comme ça. Mais le répétage, ça, c'est la chose. La chose aussi à pas dire, c'est: «Te souviens-tu de?» Alors, pour être capable d'avoir une discussion, puis qui peut être vraiment, vraiment une bonne activité entre l'aidé puis l'aidant, c'est: «Je me souviens quand on est allé à telle place». Au lieu de dire: «Tu te rappelles-tu quand on est allé en Floride?» Non, parle de ton expérience à toi. «Ah, je me rappelle». Puis souvent, puis ce qui est le fun avec cette approche-là, c'est que la personne, c'est comme si tu donnais à son cerveau l'habilité de faire des connexions. Fait que quand on veut, hem, communiquer avec quelqu'un, puis on veut partager quelque chose avec quelqu'un, de pas tenter de questionner. «Qu'est-ce que tu as mangé un matin?» Peut-être qu'elle s'en souvient, mais peut-être qu'elle s'en souvient plus. Alors, l'approche serait, hem, moi, j'ai mangé une toast ce matin, même si toi, tu sais c'est quoi, toi? Puis là, si la personne, elle a pas de réaction, fini, tomber sur autre chose. «Hey, il est bon ce café-là, hein?» Alors, c'est des tentatives qu'on fait pour développer une meilleure communication avec notre être cher. Et je vois comment, partager ton expérience, ça amène à une connexion au lieu de demander: «Te souviens-tu de ça?» qui met la personne dans une situation d'être corrigée. Oui, puis d'être C'est stressé. ouais. Puis un cerveau stressé, comme toi et moi, ne peut pas penser adéquatement. Fait que si une personne vit avec un trouble neurocognitif, je pense que c'est pire. Pas je pense, je sais que c'est pire. Alors, dans la mesure du possible, vraiment de faire un survol de la situation, de dire: «OK, comment je peux faire cette approche-là sans causer, de l'anxiété à la personne atteinte?» Puis je fais une parenthèse aussi parce que j'ai souvent des aidants, des nouveaux aidés vont dire: «Ben oui, mais il se souvient de rien. Pourquoi qu'il serait stressé?» Moi, je demande à l'aidant: «Est-ce que ça t'arrive des fois que tu sais que tu es supposé de faire quelque chose puis tu te rappelles pas quoi?» Puis là, je dirais 90 des gens, ils vont dire: «Ouais». Ben, je dis: «Eux autres, c'est tout le temps ou souvent». Alors, il faut prendre ça en considération. Si vous vous ressentez de l'anxiété ou vous vous sentez dépassé dans votre parcours d'aidance naturelle, sachez que vous n'êtes pas seul. L'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario collabore avec des personnes aidantes naturelles, des prestataires de soins de santé
et d'autres organismes pour fournir du soutien et des ressources aux personnes aidantes naturelles partout dans la province, car elles aussi ont besoin de soutien. En offrant un guichet unique, les personnes aidantes naturelles peuvent accéder à l'appui dont elles ont besoin à travers nos programmes et services. Notre mission est d'améliorer leur vie en réduisant le risque d'épuisement. Apprenez-en plus sur nous à ontariocaregiver.ca/fr. Revenons maintenant à notre épisode. Dans cette prochaine partie de la conversation, nous aborderons l'approche à prendre dans une conversation en tête-à-tête avec une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Pour commencer, quels aspects les personnes aidantes devraient garder à l'esprit lorsqu'elles ont une conversation en tête-à-tête avec un proche? Bonne question. De ne pas parler trop vite, puis de s'en tenir aux mots-clés. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça prend à peu près 30 secondes au cerveau à enregistrer. Alors, si on arrive, puis, bon, disons, allô, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Ah, ben moi, j'ai fait ça un matin, puis j'ai nettoyé ici, puis j'ai fait ça, puis là, la personne, elle va possiblement comprendre seulement que le allô. Puis on le voit chez les gens, que souvent, ils vont réagir euh, un- dans un délai. Puis là, ils vont dire allô, puis là, tu dis, ben, Colin, ça fait 5 minutes, je suis arrivée. Hein? Dépendamment où ils sont dans le cheminement aussi, là, c'est pas tout le monde, puis c'est pas au tout début de la maladie, là, c'est vraiment de s'adapter. Puis, il y a aussi, assez tôt dans la maladie, chez certaines personnes, une personne va comprendre 3 mots sur 4. Alors, faites l'exercice vous-même avec quelqu'un d'autre. Lisez quelque chose, puis sautez le 4e mot. Puis demandez à la personne de vous expliquer de quoi elle parlait, puis qu'est-ce qu'elle vous a dit. Vous allez voir que oh, plus tard dans la maladie, c'est 2 sur 4. Alors, il ne faut pas rester surpris que des fois, les aidants vont dire, il ne comprend rien, il est sourd, pourtant ses oreilles sont correctes. Oui, c'est important qu'on entende bien, c'est très, très important. Mais il faut penser aussi que le côté de ce qui se passe au cerveau au niveau encore de la communication, les pertes. Aussi, il y a beaucoup de changements au niveau de la vision. Alors, la personne, elle ne peut pas voir exactement ce qui se passe autour d'elle. Voilà une raison pourquoi que quand on veut communiquer avec la personne, s'assurer qu'on connecte avec puis qu'elle nous voit. Alors, c'est toutes des raisons pourquoi qu'il faut ajuster notre, notre façon de communiquer ou notre approche. C'est plus l'approche. Alors, lors du webinaire que vous avez présenté sur ce sujet, nous avons reçu plusieurs questions sur la façon d'encourager une personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Par exemple, comment l'aider à prendre un bain ou aller chez le médecin ou prendre ses médicaments. Donc, je voulais explorer un peu qu'est-ce que la personne aidante peut faire dans une situation comme ça. Souvent, je vais répondre à la question d'aller chez le médecin. Souvent, ce qui arrive avec l'aidant va dire, ah, exemple, tu as un rendez-vous lundi matin à 8 heures, mais on est jeudi ou on est vendredi. Souvent, la personne va tellement faire de l'anxiété, puis c'est quand mon rendez-vous, c'est quand mon rendez-vous, puis là, la journée du rendez-vous, là, ils ne veulent plus y aller là, parce que là, ils sont saturés. Alors, des fois, il faut arriver quasiment le matin même, dire on, on, on- on va se préparer, on a un rendez-vous, le médecin voudrait te voir. Pas jeter, faites un rendez-vous chez le docteur parce que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas une bonne idée. Encore là, ça revient à dire le moins d'informations possible. Si la personne est
est plus cohérente, puis elle comprend, c'est une autre affaire. Mais la personne, c'est des peurs, puis c'est des insécurités finalement. Alors, faut donner le moins d'informations. Puis encore, il faut comprendre aussi que quand on dit: «Tu as un rendez-vous chez le docteur», est-ce que c'est vraiment le docteur qui comprenne? On ne sait pas. Parce que des fois, ils ne comprennent pas. OK, je m'en vais à quelque part, j'ai un rendez-vous, je ne sais même pas où, je comprends pas. Alors, c'est sûr qu'il va se faire un stress. Alors, donner le moins d'informations possible, puis le moins de temps possible à à à provoquer une certaine anxiété. Puis, dans le fond, dans notre vie de tous les jours, ben, c'est un peu le contraire, hein. On aime ça être, OK, telle journée, on va là, telle journée, on va là. Pour nous, ça nous sécurise, mais pour eux, c'est une forme d'insécurité. Mais c'est pas tout le monde. Encore là, c'est toujours la même affaire, c'est du cas par cas. Mais souvent, quand il y a un refus d'aller à un rendez-vous, de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a trop de temps entre le rendez-vous puis l'acte actuel. OK? Ensuite, tu avais parlé, tu parlé des rendez-vous, choses qu'ils ne veulent pas nécessairement faire. Des fois, encore là, c'est tout dans notre approche. Hem, disons que, ben, je vais donner l'exemple, avec ma mère. Ma mère, elle avait pas mal toujours le même chandail sur le dos, puis je pense que son chandail, il devait avoir 30 ans, parce que je me rappelle du chandail quand j'étais petite. Hem, puis c'est sûr qu'à cette époque-là, il était plus propre comme il était. Alors, j'avais pris l'habitude, de lui demander si, après la connexion, si elle me ferait une faveur. «Maman, tu me ferais-tu une faveur? Ça me ferait tellement plaisir». Puis 95 des gens veulent te faire plaisir. Alors, tu mettrais-tu ton beau chandail que je t'ai emmené? Puis là, je lui montrais. Ben, «Oh, OK». Puis là, on procédait, je lui aidais à mettre son chandail, puis «Oh wow, t'es belle», puis «Il te fait tellement bien», puis je prenais une photo, puis j'y montrais, puis alors, c'est à répétition, là, parce que c'est de même à toutes les fois. Les gens pensent que, bon, ben, parce que j'ai fait ça une fois, on est correct. Non, c'est à répétition. Il ne faut pas oublier que le cerveau est en échec. Alors, à toutes les fois qu'on arrivait, ben, on faisait le changement de chandail. Alors, mais dans le fond, quand je prenais un recul, je disais: «Ben, c'est une activité qu'on fait ensemble. Fait que tandis que tu as ton beau chandail, ben, je vais te mettre de la crème. Tandis qu'on fait tout ça, ben, tu es aussi belle de te faire les ongles». Alors c'est une activité en soi. Mais regardez l'approche. Au lieu de dire: «Tu sais, moi, ce chandail-là, là, mais que je puisse mettre la main dessus, je le fais disparaître». Ben, peut-être que notre visite cette journée-là aurait pas bien été. Mais non, je le sais par le fait même que ça aurait pas bien été. Puis je vois dans cet exemple comment l'approche, encore une fois, facilite la connexion et des moments ensemble, des beaux moments. Oui. Ouais, donc vraiment de l'approcher avec la connexion comme première étape. Une autre chose où on a reçu plusieurs questions, c'était concernant des situations où la personne veut faire quelque chose qu'elle n'est plus capable de faire ou qui pourrait être dangereux en raison de ses capacités cognitives. Donc, dans de telles situations, qu'est-ce que les personnes aidantes peuvent faire? Il me vient à l'idée la conduite. Conduire. Il vient un temps où la personne ne peut plus conduire. Alors, des fois, c'est lors du diagnostic, le permis est enlevé, mais des fois, il y a des personnes atteintes que le permis n'est pas enlevé, puis qui conduisent. Puis là, on se rend compte que l'habilité de conduire est plus là, puis c'est très difficile pour la personne. Des fois, ils ne comprennent pas. Alors, souvent, quand il y a des choses comme ça où ce que la sécurité des gens est mise en danger, hem, des fois, on encourage l'aidant d'aller chercher une troisième personne pour expliquer, dont un médecin, une personne en autorité. Parce que toi, comme aidante, si tu dis, «C'est parce que regarde, tu conduis bien mal, là».
Ben voyons donc, je conduis bien mal. Ça fait 50 ans que je conduis, j'ai jamais eu un accident, j'ai jamais eu un ticket. Puis c'est vrai ce que la personne dit. Alors, qu'elle conduit mal, elle, pour elle, son cerveau a perdu l'habilité de comprendre ça, là. Il le voit pas. Alors souvent, on va encourager l'aidant d'aller chercher une troisième personne qui va expliquer. Parce que comme aidant, tu veux rester toujours l'allié de l'aider et non devenir l'ennemi. Alors souvent, de demander une troisième personne peut aider. Bon, la personne qui, exemple, le monsieur qui travaillait avec des outils de précision. Hem, puis, ben, à un moment donné, ben, les aidants sont inquiets parce que, tu sais, des scies puis des choses qui peuvent devenir très dangereuses. Alors, souvent, on vient à bout de faire une espèce d'entente avec la personne atteinte qu'elle ne peut pas aller dans son atelier toute seule. Hem, souvent, on est capable de gérer ça, surtout au début de la maladie, parce que c'est important, en parenthèse, d'avoir un plan dès le diagnostic, puis un cheminement qui se fait entre le diagnostic puis être plus capable de faire quelque chose. Souvent, on va encourager peut-être, d'avoir une autre personne. Fait que souvent, on travaille avec les familles en disant, ben, ton petit-fils Johnny, il va aller avec toi parce que lui, il va apprendre ton métier. Alors, il y a une certaine supervision, tout en laissant l'aider faire ce qu'il aime faire. Puis, mais malheureusement, il y a des cas où c'est vraiment trop dangereux, où la personne, elle se lève dans la nuit, puis elle y va. Elle va dans son atelier parce qu'elle est perdue dans le temps. Là, à ce moment-là, on suggère de faire disparaître les choses qui peuvent être dangereuses. Tu sais, même chose, les couteaux de cuisine, des choses comme ça. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème avec ça, mais il y en a d'autres, ça peut être problématique. À un moment donné, quelqu'un, il a une obsession des couteaux. Ben, c'est une bonne idée de faire disparaître les couteaux ou de les mettre dans un endroit où il y a pas accès. Alors, encore là, c'est du cas par cas, mais en sachant que ces choses-là peuvent arriver, les aidants sentent qu'ils sont pas seuls. Puis il y a de l'aide. Et c'est juste, de travailler avec la personne puis avec, l'aider. Puis dans les questions, il y avait souvent des exemples autour de hygiène. Donc, si la personne aidée avait l'habitude de faire sa hygiène à tous les jours, mais maintenant se rend dans la salle de bain, puis peut-être sait pas quoi faire ou Oui, ressort sans avoir faire ce qu'ils fait avaient fait à faire. Qu'est-ce que... absolument. Il vient un temps que, hem, la personne s'est toujours occupée de ses besoins personnels. Puis là, l'aidant se rend compte que, oups, il y a des étapes qui ont été sautées. Hem, pas rincer les cheveux, pas rincer le corps, pas raser, des choses comme ça. Ça veut pas dire que la personne est plus capable de le faire. Puis c'est ça, il faut pas aller à l'opposé où ce que: «Ah ben là, va-tu falloir que je commence à te laver là?» C'est pas ça. Mais d'assister la personne en la s on appelle ça superviser, mais on va dire soutenir. OK, ben là, on se brosse les dents. Des fois, le visuel est très, très important. Parce que brosser les dents, tout à coup, si la connexion se fait pas, ça veut dire quoi se brosser les dents? Alors, souvent, on aide à la personne avec le visuel. Souvent, les aidants aussi, surtout quand c'est un couple, vont en profiter pour se laver en même temps, que ce soit dans une douche, que ce soit à mitaine, comme on dit. Fait que là, ils font l'acte. Même si c'est, même si c'est disons que c'est un enfant d'eux, tu peux quand même faire l'acte de te laver, mais la personne, elle va te mimer
en le faisant. Ou des fois, c'est juste en le disant. Alors, encore là, c'est du cas par cas, mais sachez que c'est des choses qui arrivent. Puis, on suggère aussi de ne pas encombrer la salle de bain de toutes sortes de choses et de sortir dans les choses au fur et à mesure. Alors, ce qui fonctionne souvent, c'est un petit panier avec la brosse à dents, la pâte à dents, puis une débarbouillette. Puis là, comme aidant, si la personne, bon, elle n'utilise plus du savon pour se laver, ben là, tu sais que tu as besoin d'être là pour le savon. Mais tu le dis à la personne, le savon, et sans dire fais ci, fais ça. Ah, ça sent bon. On met du savon. Tu sais, tu fais l'activité quelque chose qui peut être plaisant au lieu d'être une tâche que ben donne-moi ça, on va le faire. Tu sais, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Faut vraiment choisir nos batailles. Puis, d'être vraiment conscient de l'espace intime de la personne, tu sais, en couvrant la personne, c'est très, très important parce que même dans la maladie, c'est comme si c'est quelque chose d'inné en nous, tu sais. Il y en a, ça ne les dérange pas, mais de garder cette idée de respect-là envers l'aider. Oui, j'entends vraiment l'importance d'essayer d'aider la personne à garder son indépendance, de continuer à faire l'activité de manière adaptée, Oui, euh, mais avec soutien, supervision ou quand ça devient vraiment une question de sécurité, c'est là oui. où il faut penser différemment. Oui, oui, puis il y a des petites choses aussi. J'avais une cliente que l'aider, elle allait bien, sauf que après qu'il se lavait, il fermait jamais son robinet. Fait que là, il était jeune, alors la dame travaillait encore, elle arrivait le soir, puis il y avait de l'eau qui avait coulé toute la journée. Alors, je lui ai dit, je dis: Écris-toi une note, ton nom, ferme le robinet. Pas à lui, à toi. Parce que lui, il disait, ben non, c'est toi qui ne l'as pas fermé ce matin quand tu es parti. Tu sais, puis elle, au début, ben, elle était choquée, ben pourquoi tu ne le fermais pas de bord, toi? Mais non, la connexion ne se faisait pas. Alors, c'est ça qu'elle a fait. Son nom, ferme le robinet. C'était fini parce que c'était à son niveau de sa vision. Il lisait la note, puis il fermait la. Alors, encore là, question de choisir nos batailles parce que il y a eu beaucoup de chicanes par rapport à ça. Ben là, tu me prends pour un fou, je ne ferais jamais ça. Puis oui, malheureusement. Tu sais, fait que, elle dit, wow, elle dit, plus de problème. Pour prendre soin des gens de différentes tranches d'âge, il faut parfois fournir différents types de soutien. C'est pourquoi l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario a mis en place des trousses pour aider les personnes aidantes naturelles à donner la meilleure forme de soutien aux personnes dont elles s'occupent. Que vous vous occupiez d'enfants, de jeunes, d'adultes ou de personnes âgées, ces trousses contiennent les ressources que toutes les personnes aidantes naturelles peuvent utiliser. Si l'aidance naturelle est nouveau pour vous, il y a de l'aide pour vous aussi. Pour en savoir plus, consultez ontariocaregiver.ca/fr. Revenons maintenant à notre épisode. Dans cette dernière partie de la conversation, nous aborderons des situations un peu plus complexes et parfois difficiles pour les personnes aidantes. Et donc, nous avons exploré des stratégies pour des communications en tête-à-tête, mais comment peut-on inclure une personne vivant avec un trouble neurocognitif dans une conversation de groupe? Très, très bonne question. Très, très, très important. Souvent, les personnes atteintes vont partager qu'ils ne sont pas inclus dans les conversations. Puis pourtant, ils sont quand même très tôt dans la maladie, mais que ce soit très tôt, très tard, inclure une personne atteinte dans la conversation est très important, même si on sait que la personne ne suit pas. C'est valorisant. Puis,
Je suis sûre qu'on peut tous penser nous-mêmes à un temps où ce qu'on s'est pas senti inclus dans une discussion, où ce que, je sais pas, tu l'impression que tu faisais pas partie de la gang. Eux, c'est la même chose, sauf c'est amplifié parce qu'il y en a qui sont au courant de leur cas. Environ 50 des gens atteints savent qu'ils ont un trouble neurocognitif. 50 ne le savent pas. Mais un ou l'autre, le sentiment est le même. Fait que s'ils sont ressentis rejetés, il y a 3 façons qu'ils peuvent agir. Alors, lors d'un souper de famille, disons, exemple, une personne peut se lever puis s'en aller. Une personne peut complètement se retirer. Et une personne peut se mêler des conversations, mais avec des pourparlers qui sont complètement hors contexte. Alors, ça, c'est une partie des choses. Si on est ensemble, puis à l'occasion, on regarde la personne comme si elle faisait partie de la discussion, son non-verbal va prendre qu'elle fait partie de la discussion, même si elle ne comprend pas. Peu importe si la façon qu'elle va réagir, hein. Si la personne décide de se retirer, n'a pas tenté, de la faire sentir coupable, ne pas tenter de dire: «Ben là, c'est tes enfants, voyons donc, tu peux pas que tu aimais ça quand les petits-enfants venaient», puis la personne, elle devient toute anxieuse. C'est juste trop. C'est pas de sa faute, son cerveau est en échec. La personne qui va se retirer, ça, c'était ma mère. Ma mère, quand on est en groupe, puis à un moment donné, on est tous dans nos discussions, tu le voyais, elle se retirait. Puis à un moment donné, on y prenait la main. Moi, ma sœur, chaque part, puis on y prenait la main, puis on y frottait la main, puis on la regardait. Puis on avait la conversation avec tout le monde. Puis là, juste à prendre sa main, puis à frotter sa main, tu voyais que ça lui faisait du bien. Pas elle répondait rien, elle disait même pas oui, elle disait même pas non, mais elle était pas anxieuse. Elle cherchait pas à s'en aller, hein. Puis pour ceux qui vont se mêler dans les conversations, puis que ça tient pas debout dans le fond, ben, faut aller avec. Ben oui, ah oui, je comprends. Parce que si tu commences à: «Ben non, c'est pas ça, ben non, ben voyons, on parlait pas de ça», mais là, ça va être pire. Tu sais, en anglais, on dit fright, flight or fight. Là, il y en a qui they fight. Ben c'est ça, puis la chicane va pogner. Mais puis on veut pas ça. Alors, c'est juste de tout le temps garder en idée qu'une personne va oublier, possiblement, qu'est-ce qui s'est passé autour d'elle, mais elle n'oubliera jamais comment elle s'est sentie. Jamais. Alors, c'est vraiment d'avoir un plan. Des fois, il arrive un temps dans la maladie où on doit réduire les soupers de famille, disons, tu sais, au lieu d'avoir 10 personnes à la table, ben, peut-être avoir 2 couples, l'essayer comme ça. Puis il vient un temps, peut-être que c'est rien qu'un couple, 4 personnes, puis faire plus du un à un. Parce que ça peut être vraiment, vraiment une source d'anxiété pour l'aider. Vraiment, vraiment. Puis des fois, ils ont vraiment des comportements réactifs suite à ça. Ils seront pas de bonne humeur, ils seront pas contents, ils vont ils vont fesser à sa table, puis ils vont dire: «Ben, dis-moi donc, il est donc ben il est agressif». Non, il est incompris, hein, parce que encore là, sa perception des choses, la façon que son cerveau fonctionne est plus comme c'était.
J'entends dans beaucoup de ces exemples que c'est vraiment de penser à l'état émotionnel de la personne. Et j'aime bien le conseil de l'inclure, non nécessairement verbalement, mais en tenant la main. C'est une manière de se sentir inclus sans devoir Oui. parler. Oui. Oui. Puis un petit truc quand on tient la main, de tout le temps mettre la main de la personne atteinte par-dessus la tienne. Mm. OK? C'est un langage non verbal. C'est comme si on donnait un contrôle à la personne. Alors, une petite parenthèse qui peut beaucoup aider aux aidants. Oui. Puis je pense que tu as commencé à faire allusion à notre prochaine question, mais d'autres situations où les personnes aidantes peuvent avoir des difficultés, c'est quand la personne réagit ou avec de la colère ou des comportements agressifs ou peut-être même violents. Donc, qu'est-ce que la personne aidante peut faire pour réagir à des situations comme ça? C'est c'est a c'est vraiment de penser à adapter avant que ça arrive. Fait que je vais élaborer là-dessus. Hem, Environ 3 à 5 de personnes vivant avec un trouble neurocognitif va être actuellement agressif. Pour le reste, c'est vraiment, c'est vraiment un besoin qui est pas rencontré. Alors ça peut être un besoin physique qui est pas rencontré. La personne a peut-être du mal parce que c'est important à garder en idée aussi que beaucoup de personnes en soins de longue durée, c'est 80 des gens qui sont en soins de longue durée, la gérance du mal n'est pas faite adéquatement. C'est beaucoup ça, là, on parle de 80 là. Parce que la personne n'est pas toujours en mesure de dire qu'elle a mal. Puis même si tu lui demandes si elle a mal, elle va te dire souvent non parce qu'elle ne comprend pas ce que tu lui dis. Alors, c'est à toi de regarder le non-verbal. Est-ce qu'il y a un changement autour de la personne? Est-ce que la personne vient de déménager quelque part? Est-ce que la personne est en visite quelque part? Puis elle se souvient pas où ce qu'elle elle sait pas vraiment où ce qu'elle est, même si elle est allée là souvent. On ne sait pas où ce qu'elle est dans le moment présent. Ils vivent dans le moment présent, mais ils vivent souvent dans le temps. Est-ce que c'est trop de bruit dans l'environnement? Puis le trop de bruit dans l'environnement, là, c'est je vais vous donner un exemple. Il y avait une personne atteinte, hem, dans une salle, puis il y avait de la musique d'antan, de la belle musique d'antan, qui était quand même assez forte. Mais il y avait toutes sortes de petites cellules de personnes qui jasaient. Fait que la personne au début était correcte, était souriante. Puis à un moment donné, elle a commencé à taper sur sa chaise, sur son barreau de chaise. Alors, il y a une intervenante une préposée qui est arrivée, puis elle dit: Arrête de faire ça, tu fais du bruit». Parce qu'elle avait comme une bague, puis c'est cling, 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 cling. Fait qu'elle a mis sa main dessus, puis elle a arrêté. La dame, elle a recommencé, mais plus fort. Puis là, tout le monde a commencé à la regarder. Fait que moi, je regardais autour, puis fait que l'intervenante est arrivée, puis elle dit: «Garde, si tu arrêtes pas là, je te monte dans ta chambre». J'ai dit: «Il y a quelque chose qui l'a dérangée». Fait que j'étais allée baisser la musique, puis là, elle s'est assoupie. Ça avait tout pris son énergie, ça là. Elle s'est assoupie comme ça. Alors, très important de regarder comme aidant ce qui se passe autour. Essayez de regarder comme la personne atteinte pourrait voir. Elle, on ne sait pas, je la connais pas cette dame-là, là. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens atteints qui ont des, c'est comme s'ils entendaient des fait que disons qu'elle, elle a ça, puis tu as un paquet de monde qui parle, tu as un paquet d'enfants qui courent, puis tu as de la musique, la grosse musique d'Elvis en arrière. Ben, peut-être.
ça va causer un comportement. Est-ce qu'elle est agressive? Non. Elle communique du mieux qu'elle peut avec ce qui reste. Puis, jusqu'à la fin, ils vont tenter de communiquer du mieux qu'ils peuvent avec ce qui leur reste. C'est à nous de mettre notre chapeau d'inspecteur Clouseau, puis de regarder ce qui se passe autour de la personne. Mais souvent, c'est l'environnement, le mal. L'ennui peut causer des problèmes de comportement. Faut pas oublier que la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui ont participé à, à l'économie, à la société. Ils ont été des parents, des conjoints, des amis. C'est pas parce qu'ils ont une démence qu'on fait plus rien. Alors, c'est une autre petite parenthèse. Non, c'est bon. Je pense que comme toutes ces stratégies sont tellement utiles, parfois simples, mais pas nécessairement intuitives. Mais aussi, je veux reconnaître que ça pourrait prendre beaucoup d'efforts de la personne aidante. Et comme tu as mentionné, on est souvent très occupé. On a aussi notre stress comme personne aidante. Mhm. Donc, je veux simplement reconnaître que ça peut être aussi un travail difficile de mettre en pratique toutes ces stratégies et donc important euh, d'être gentil vers soi-même aussi en tant qu'aidante, qu'on on va pas réussir à tous les fois. Non. Puis ce qui fonctionne une journée, peut-être fonctionnera pas aussi bien un autre. Ça aussi, c'est normal. C'est pas une faillite. C'est juste, c'est comme ça. Là, encore là, il faut prendre un recul. Très important pour les aidants de prendre un recul, de se donner la permission de prendre un recul. C'est correct. Parce que d'essayer de toujours, euh, des fois, ça fait pire. Alors, prendre un recul, de regarder l'environnement. Vraiment, c'est ça. Comment la personne perçoit les choses autour d'elle. Hein? Puis peut-être tu vas essayer quelque chose, ça ne sera pas ça pantoute, puis peut-être tu vas te dire waouh, je l'ai eu. Hein? Alors, oui, Ouais. tu as raison, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup, José. Avez-vous un dernier conseil à partager avec les personnes aidantes ou sur les troubles neurocognitifs et la communication? Aller pour de l'aide, aller pour du soutien, que ce soit à travers le SANO, que ce soit à travers la Société Alzheimer. C'est tellement important euh, de, de- d'aller chercher du soutien plus tôt que plus tard dans la maladie. Ça, c'est prouvé si on regarde nos aidants, l'aidant qui a communiqué avec nous très tôt dans la maladie par rapport à celui qui communique avec nous très tard dans la maladie, une grosse différence par rapport à sa santé mentale. Alors, puis, ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont prêts à aider, mais il y en a qui sont prêts à aider. Ils ont juste besoin d'être guidés puis de faire part de vos besoins, puis de prendre un recul, puis de ne pas oublier que la personne a un échec du cerveau. Elle est malade. Il n'y a pas personne qui choisit de dire, moi, un petit trouble neurocognitif, emmène-moi ça, je suis correct avec ça. Tu sais. Il n'y a pas personne. Puis il n'y a pas personne non plus qui a décidé, que, ben, tu sais, moi, être aidante d'une personne atteinte, pas de trouble. Non. Tu sais, en anglais, on dit, it's not what I signed up for. Mais ça ne veut pas dire on peut pas faire de notre cheminement un cheminement qui va être quand même bien. Et merci beaucoup à vous, les auditeurs, de votre écoute aujourd'hui. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Pour en savoir plus sur les soutiens disponibles aux personnes aidantes naturelles, visitez notre site web ontariocaregiver.ca/fr. De la part de l'équipe C'est le temps de parler à Losano, je vous souhaite une très bonne journée.